Nous sommes déjà rendus au mois d'avril et qui dit mois d'avril dit 1er avril. J'espère que vous avez regardé nos 2 vidéos de poissons d'avril que nous avons déposées sur la chaîne, particulièrement celle de JP. C'était assez épique. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment Quoi de neuf qui sert à passer en revue les différents jeux que j'ai joués ce mois-ci. Alors, comme à l'habitude, je commence avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois de mars, j'ai joué 52 parties de 29 jeux différents et là-dedans, il y en a 12 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, un beau mois rempli de beaucoup de belles expériences également. D'ailleurs, je vous invite immédiatement à aller parler dans les commentaires de vos expériences de jeux du mois, parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément lors de ce segment, c'est de pouvoir interagir avec vous. Donc, gênez-vous pas d'écrire dans les commentaires, c'est toujours très agréable et en même temps, ça peut peut-être nous faire découvrir des petits bijoux que vous avez joués. Encore une fois, si vous avez également des avis sur les jeux que je vais parler aujourd'hui, je vous invite à les écrire. Et si jamais vous voulez sauter à un jeu particulier, vous pouvez toujours regarder dans la petite barre de défilement, j'ai mis des marqueurs de temps qui vont vous servir à aller chercher le jeu dont vous voulez entendre parler. Mais des fois, ça fait du bien d'entendre parler d'un paquet de jeux différents de manière à en découvrir de nouveaux. Alors, je commence immédiatement ma liste, d'ailleurs, avec un jeu que je pense que je vous ai parlé au courant du mois passé, qui s'appelle Radlands. Alors, Radlands est un jeu de duel, un jeu 1 contre 1, où on va devoir tenter de détruire les 3 bâtiments de l'autre joueur. Donc, chaque joueur va avoir des bâtiments et là, on va pouvoir jouer des cartes. Ce qui m'amène à vous en parler encore, c'est que lors de ma première expérience du jeu, j'avais été satisfait, mais OK, je te restais un peu sur mon appétit. Je m'étais dit, c'est probablement pas un jeu que je vais acheter. Mais le jeu m'est resté en tête et là, j'ai décidé de l'acquérir et j'ai rejoué plusieurs parties parce que c'est un jeu qui demande à être joué souvent pour l'apprécier à sa juste valeur. Et encore une fois, ça prend un autre joueur qui est aussi motivé que vous parce que c'est certain qu'étant un jeu de duel où on va devoir constamment affronter l'autre, un jeu de confrontation directe, eh bien, c'est certain que d'avoir un autre joueur qui devrait au même niveau va être important parce que plus on joue, plus on comprend les petites subtilités du jeu. On comprend aussi des fois des différentes combines qu'on peut faire et ça fait en sorte que c'est ce que j'appellerais un jeu de coloc. C'est vraiment un jeu super pour avoir un gamer dédié, là, un ami dédié avec qui on va jouer à ce jeu-là. Radlands a également fait mon top. En fait, il est arrivé en numéro 11 de mes jeux favoris de 2021. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'invite à aller regarder cette vidéo. J'ai sorti la semaine dernière, 2 semaines, ma première partie de mes jeux favoris de 2021 et cette semaine, vous allez voir arriver la seconde partie de manière à voir mes 10 jeux favoris. Donc, Radlands était en numéro 11. Petit spoiler si vous n'avez pas vu la vidéo d'origine. Et j'en parle également un peu à ce moment-là. Je vous parle de 2 autres jeux aussi, que ceux-là, c'est pas des jeux nouveaux, mais je voulais prendre le temps de vous en parler. C'est des jeux qui, en fait, que j'ai joué en famille, que j'ai joué énormément en famille. Je vais commencer avec King of Tokyo. King of Tokyo est loin d'être un nouveau jeu. C'est un jeu qui a franchi les étapes et c'est un jeu qui est toujours resté dans ma collection. Pour ceux qui ne le savent pas, King of Tokyo est un jeu de type Roi de la Montagne où que tous les joueurs vont contrôler un monstre et on va devoir brasser des dés un peu à la Yadi, là, au Yum, de brasser des dés, de choisir de rerouler certaines combinaisons et on va essayer d'affronter les autres joueurs. On va pouvoir acheter des cartes qui vont nous permettre d'avoir des bonus. On va également pouvoir attaquer les autres, en fait le joueur qui est à Tokyo parce que c'est comme le Roi de la Montagne. Donc quand on rentre à Tokyo, on peut plus se guérir mais on affronte tous les autres joueurs et là tous les autres joueurs nous affrontent. C'est tellement simple comme jeu et mon fils qui habituellement est pas trop un gros joueur, il dirait qu'il a l'attention assez limitée, mais là dernièrement il s'est mis à vraiment aimer King of Tokyo et c'est vraiment un jeu qu'on joue en famille, qu'on a beaucoup de plaisir. Il y a eu une suite qui était sortie qui s'appelait King of New York, qui était une version un petit peu plus gamer, mais au final, je pense que j'aime la simplicité de King of Tokyo et la raison qui fait en sorte que je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est un jeu qui passe tellement bien en famille. Non, c'est pas le meilleur jeu du siècle, mais c'est un jeu que j'ai joué énormément de parties, j'ai beaucoup de parties à mon actif et mon fils en redemande toujours. Et pour moi, s'il y a un jeu que je peux jouer justement en famille, c'est toujours le fun. Bon, petit bémol, à 2 joueurs, c'est peut-être pas sa configuration idéale. Je l'ai joué beaucoup dernièrement à 2 joueurs. Je confirme que c'est vraiment pas le nombre de joueurs idéal. Donc plus qu'on est de fous, plus on rit autour de la table. Mais King of Tokyo reste quand même, malgré le fait que c'est un jeu qui n'est plus du tout dans les dernières nouveautés, reste quand même un super jeu. Le prochain jeu que je vais vous parler, et non, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est Uno. Ben oui. Uno. La raison qui m'amène à vous parler de Uno, c'est que je me suis rendu compte que mes enfants, malgré le fait que j'ai une tonne de jeux de société, malgré le fait que je leur présente beaucoup de jeux, que je leur montre des choses,
Il y a des indémodables comme ça, puis Uno en fait partie. Mes enfants jouent énormément à Uno à l'école, et c'est un jeu qui redemande constamment. Et au départ, je suis comme, Uno, Puis là, je me rends compte qu'en jouant Parce qu'en passant, là, dans mes statistiques, je compte pas les parties d'Uno. Non! Dans toutes mes parties, je les compte pas. Mais Uno reste quelque chose de simple, d'accessible, de facile à sortir. C'est un jeu qu'on peut sortir après le souper. On va faire quelques parties d'Uno. Les enfants en redemandent constamment. Et malgré le fait que pour moi, ce soit pas nécessairement mon jeu favori, loin de là, mais ça reste que pour une raison que j'ignore, les enfants gravitent tellement autour de ce jeu-là. Ils jouent à l'école, ils jouent au service de garde, ils vont jouer avec leurs amis aussi. Et là, encore une fois, je peux leur proposer une tonne de jeux, mais ça va souvent revenir à Uno. D'ailleurs, parlant d'Uno, j'ai acheté la version Jurassic World à mon fils qui aime beaucoup les dinosaures. Il était très heureux et ça fait en sorte qu'on a probablement enligné des centaines de parties au courant du mois. Donc là, je tombe dans les nouveautés. En fait, les nouveautés, c'est relatif. Dans les jeux récents que j'ai joués, le premier, c'est 10. 10. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, que ciao, où vous allez pouvoir voir les règles également, ce que j'en pense. Mais 10, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un jeu de pousse ta chance. C'est un jeu où l'élément push your luck est vraiment quelque chose qui est rassembleur. C'est quelque chose qui génère beaucoup de situations intéressantes autour de la table et qui amène que les gens sont impliqués. Donc, j'ai rien contre les euros beige, un peu dry, un peu sec. J'adore ce genre de jeu-là aussi. Mais de temps en temps, d'avoir un jeu où la table va être vraiment dedans, à regarder qu'est-ce qui va se passer, à essayer de pousser l'autre. Hey, vas-y, t'es pas game, pousse ta chance, ou pour retirer des jetons, des choses comme ça. Et il y a vraiment un petit quelque chose d'intéressant dans 10. Je dirais que, contrairement à beaucoup de pousse ta chance, c'est un pousse ta chance, mais avec beaucoup de layers, donc il y a beaucoup de couches à ça, parce qu'au départ, on parle, de révéler des cartes, faut pas dépasser 10. OK, c'est facile. Mais là, on rajoute la monnaie. Et là, la monnaie va pouvoir servir de miser sur les cartes qu'on va avoir. Mais également d'acheter des cartes au marché. Et là, on a également le fait que, les frimes, la phase d'enchère. Donc, il y a beaucoup de petits éléments comme ça qui viennent se mettre et qui font en sorte que 10 est vraiment un jeu très intéressant. Donc, un petit jeu qui va rester longtemps dans ma collection, qui risque de sortir assez souvent. Un jeu parfait pour les pubs ludiques. C'est vraiment un jeu de pub. Et pour ça, 10 a vraiment réussi son coup. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est Welcome to the Moon. Alors, premièrement, je tiens à dire que j'ai adoré Welcome to. Welcome to est un jeu qui m'a donné vraiment un de mes un flip and write, un de mes flip and write favoris de tous les temps. J'aime sa simplicité. Et lorsque Welcome to Las Vegas, la première, si on veut, la première suite qu'il y a eu, est sortie, j'avais regardé le jeu et il semblait un peu trop compliqué pour son propre bien. Donc, lorsque Welcome to the Moon est arrivé, je l'ai regardé avec un œil un peu de côté en disant, je suis pas sûr. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et là, je sais que mon collègue JP en a fait des vidéos sur la chaîne, il me l'avait dit, non, c'est vraiment super. Et lorsque j'ai finalement décidé de l'acheter au courant du mois, j'ai vraiment été surpris, je ne m'attendais pas à ça. Un jeu qui aurait probablement pu faire mes surprises de l'année parce que je pense que mes attentes étaient relativement basses et j'ai vraiment été surpris. Donc, Welcome to the Moon, l'avantage de ce jeu-là, ce qui le démarque un peu, c'est qu'il y a 8 scénarios, donc il y a 8 modules qu'on peut faire. C'est comme 8 jeux un peu différents qui reprennent la même base, mais je trouve que ça rajoute vraiment, ça donne vraiment une plus-value. Le jeu vient avec des pads effaçables, avec des marqueurs effaçables et il y a justement 4 pads réversibles. Ça fait en sorte que c'est vraiment super de pouvoir amener de la variété comme ça. Donc, encore une fois, j'étais vraiment pas convaincu au départ et lorsque je l'ai joué, là, il y a un petit mode aventure qui vient avec ça. C'est vraiment super. Welcome to the Moon, une belle surprise pour moi. Le prochain jeu que je vais vous parler est un autre jeu que j'ai parlé lors de ma vidéo de mon top 20 des jeux de l'année 2021. C'est Unsettled. Unsettled est un jeu qui nous vient de la compagnie Orange Nebula, qui a produit un seul autre jeu, mais à grand déploiement, un jeu qui s'appelle Vindication, un jeu que j'avais adoré, un jeu avec une présentation de matériel vraiment incroyable. Unsettled, reprend exactement où ils étaient avec ça, une production absolument gargantuesque. Donc des inserts de placement et là un système vraiment incroyable. C'est un jeu coopératif qui est en vérité un puzzle de survie parce que on va être limité par le temps, on ne pourra pas prendre notre temps de se promener et le jeu tourne autour d'une trame narrative très intéressante du fait qu'on tombe sur une planète, on doit visiter la planète et essayer de trouver la petite twist. Chaque planète vient avec son lot de règles et de petites choses différentes comme ça qu'il va avoir et c'est ce qui amène vraiment l'intérêt et c'est vraiment un puzzle parce qu'on est limité. Les parties que j'ai jouées sont terminées tellement serrées.
Le système de jeu également est bien pensé parce que Unsettled est une boîte de base qui vient avec une ou deux planètes, je pense quelques planètes. Et là, on peut avoir des planètes à part. Donc, lors des campagnes Kickstarter, bien entendu, parce que c'est un jeu qui était uniquement disponible sur Kickstarter. Et lors des campagnes Kickstarter, on pouvait acheter des planètes supplémentaires. Donc, c'est comme une espèce de console qu'on a. Le jeu de base, c'est la console et on peut acheter des jeux, on peut acheter des différents modules qu'on va pouvoir ajouter à ça. J'ai de la misère à mettre mon idée autour parce que c'est vraiment un jeu incroyable. Est-ce que je vais le jouer assez souvent pour pouvoir rentabiliser le fait d'acheter un all-in? Je le sais même pas encore. J'ai emprunté une copie à une amie pour me permettre d'y jouer, pour me permettre de faire une idée. J'ai toujours de la misère à pouvoir me brancher sur ce jeu-là. Je sais qu'il y a des late pledges qui sont ouverts, c'est pour ça. Mais je dirais que Unsettled est vraiment une expérience incroyable, une trame narrative vraiment super. J'ai vraiment adoré. Bon, malheureusement, le jeu est seulement disponible en anglais. Il faut comprendre bien l'anglais pour apprécier à sa juste valeur un peu tout l'aspect narratif qui se trouve autour. Mais pour ma part, j'ai vraiment aimé le type d'écriture, comment ça a été fait. Et je pense que pour ma part, justement, c'est un jeu que j'ai adoré. Je dirais pas non une partie. Est-ce que c'est un jeu qui va faire l'entrée dans ma collection? Je ne le sais pas encore. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Stardew Valley. Stardew Valley, j'ai fait une critique sur la chaîne de ce petit jeu-là. En fait, c'est un jeu de société qui est tiré du jeu vidéo du même nom. Donc, dans Stardew Valley, le jeu de société, mais en fait, comme le jeu vidéo, on va être un fermier, on va devoir tenter de faire pousser justement des légumes, d'aller justement excaver dans les mines, d'aller peut-être rencontrer l'amour, rencontrer des gens, aller se promener. Et là, on a un paquet de choses qu'on doit faire pour compléter certains objectifs. On doit également compléter des choses qu'on va faire pour revigorer le centre communautaire. Et le jeu, j'avais pas joué aux jeux vidéo avant. Là, depuis ce temps-là, j'ai fait de l'acquisition de jeux vidéo et j'ai joué quand même pas mal. Mais je dirais que le jeu de société est vraiment très représentatif du jeu vidéo. C'est vraiment un jeu où on est ouvert, on a plein d'options différentes. C'est un jeu que je trouve zen. Bon, encore une fois, j'ai pas gagné non plus, j'ai fini par perdre mes parties, mais c'est un jeu que j'ai trouvé quand même relativement très zen, un jeu de dimanche matin. Le seul bémol qui va en arrêter plusieurs, c'est la durée de temps, la durée de jeu, pardon. Le jeu peut durer environ 45 minutes par joueur. Ça peut sembler énorme, mais lorsque je joue à ce type de jeu-là, même chose que quand je joue aux jeux vidéo, c'est pas un jeu que je vais vraiment dire « Ah, c'est un jeu qui est long ». Non, c'est un jeu que on fait nos petites choses tranquillement et on continue. Et là, bon, dans le jeu de société, on a certainement un aspect de temps parce qu'on a une durée limitée pour pouvoir compléter les objectifs et gagner la partie. Mais j'ai vraiment trouvé que le jeu nous offrait des éléments intéressants. On peut aller pêcher, il y a vraiment beaucoup de petites choses qu'on peut faire. C'est encore une fois, probablement pas pour tout le monde, mais c'est un jeu que je jouerais probablement à 2 joueurs maximum. J'ai joué en solo principalement. Je pense pas que je vais y aller avec un 4 joueurs. Ça risque d'être une partie un peu longue pour ce que le jeu nous offre. Mais encore une fois, il faut pas voir la durée de jeu comme étant une limite. C'est vraiment une belle petite expérience zen. Je continuerai à faire mes petites choses comme ça, un peu comme dans le jeu vidéo, d'aller pêcher, d'aller faire mes petites choses tranquillement, pas vite, pour pouvoir justement m'amuser avec ça. Donc, open world, un peu un sandbox, un peu un bac à sable où on peut faire ce qu'on veut. Ça reste que Stardew Valley est un petit jeu que j'ai bien apprécié. Je continue avec un jeu que j'attendais avec impatience qui s'appelle Mobile Markets, a smartphone game. Alors, Smartphone est un de mes jeux favoris de tous les temps. C'est un jeu économique où on va diriger un empire, on fabrique des cellulaires et on doit essayer de vendre des cellulaires à différentes personnes. Bon, pour ce faire, on va devoir avoir du positionnement sur le jeu d'origine, du moins. On va avoir une carte et là, on va pouvoir se positionner à différents endroits dans le monde et donner certaines features, donc certains ajouts, certains accessoires à nos téléphones de manière à les rendre plus alléchants pour certains clients. Mobile Market, c'est une version, je dirais, pas simplifiée, parce que le jeu tire son essence de smartphone. On se le cachera pas, c'est vraiment un jeu qui est tiré de ça. Le jeu s'en cache même pas, prend beaucoup d'icônes, prend beaucoup le thème et remet ça. Mais le jeu est un peu streamline, un peu simplifié de manière à avoir des cartes. Donc, au lieu d'avoir la carte du monde et l'aspect de déplacement, on va avoir des cartes qui vont être tournées. Je trouve que, bon, malgré tout, le jeu prend beaucoup de place, mais on va devoir satisfaire des clients individuels. Donc là, au lieu de viser sur l'endroit et le positionnement, on va avoir l'aspect de client directement comme ça à régler. Mais comme tout bon jeu économique, c'est un jeu où on peut être très coupe-gorge parce que si jamais on undercut l'autre joueur, qu'on décide de vendre nos produits moins chers, on risque de les vendre à plus de monde et on risque de les vendre avant. Donc, se faire moins de profit, oui, mais empêcher que l'autre fasse des ventes. Je dirais qu'à 2 joueurs, ça peut devenir très difficile parce que lorsqu'on est l'un contre l'autre, ça va être assez dans ta face, ça va être assez confrontation. Tandis que quand on a 3 ou 4 joueurs, là, l'aspect confrontation directe va être un peu moins pire. On va essayer de faire un peu plus de profit. Mais il va falloir faire attention parce que comme tout jeu économique, il y a toujours le danger que quelqu'un undercut. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde, ce type de jeu-là. Moi, j'adore ça. J'ai
adoré Mobile Market, vraiment un excellent jeu. Malheureusement, le jeu n'est pas encore disponible en boutique. J'ai dû importer ma copie directement d'Europe. J'ai importé ma copie de Norvège parce que j'avais tellement hâte d'avoir ce jeu-là pour pouvoir vous en parler. D'ailleurs, je vais éventuellement préparer une vidéo sur la chaîne pour pouvoir en discuter plus longuement. Donc, Mobile Market, c'est un peu plus que juste un petit jeu de cartes de smartphone. C'est un jeu qui, oui, reprend beaucoup d'éléments, mais je pense que c'est un jeu qui mérite sa part d'être là à part entière. Et malgré le fait qu'il va être comparé souvent à son grand frère, et on se le cachera pas, Smartphone reste probablement le meilleur jeu, mais j'ai vraiment adoré ce que Mobile Market amène sur la table. Ensuite de ça, je vais vous parler d'un petit jeu. Et là, le jeu, c'est Here to Slay. Here to Slay est un jeu qui nous vient de la compagnie qui a fait Unstable Unicorn. Et habituellement, c'est pas mon genre de jeu du tout. Here to Slay, lorsque je l'avais vu, j'avais fait « OK, c'est mignon », mais parce que bon, c'est la compagnie qui fait les beaux chandails T-Turtle, donc des beaux chandails vraiment géniaux. Et l'aspect visuel est vraiment là. Mais Here to Slay est un jeu compétitif où on va devoir affronter les autres joueurs. Je pense que si je voulais mettre le doigt dessus, c'est comme une espèce de version moderne de Munchkin. Et là, Munchkin, je sais que c'est un jeu qui n'a pas nécessairement une bonne réputation, mais je vais être franc avec vous. Auparavant, avant de tomber dans le jeu de société, vraiment là, à côté, là, il y a peut-être plus que 10 ans, j'ai joué énormément à Munchkin. Et malgré le fait que ce soit un jeu tellement avec des problèmes très flagrants, c'est un jeu qui est interminable, qui finit plus. On a fait des parties qui ont duré des heures et des heures. J'ai aucune idée comment je faisais pour faire à cette époque-là. Mais ça reste que Munchkin est le classique du jeu de on s'affronte toutes, c'est très chaotique. Here to Slay, c'est la même chose, mais avec une durée de jeu beaucoup plus raccourcie. Donc, on a vraiment l'aspect d'affronter les autres, d'attaquer les autres. Le but, c'est de réussir à vaincre 3 monstres ou d'avoir un party complet, donc d'avoir un personnage de chaque classe qui va avoir, bon, avec les extensions, ça rajoute d'autres choses. Mais c'est vraiment un jeu où on va devoir être dans ta face avec les autres joueurs. C'est du take that. On va empêcher les joueurs de jouer leurs cartes, de faire leurs choses. On va modifier des jets de dés parce que le jeu vient avec des dés et les dés tournent autour de tout. Donc, lorsqu'on active une habilité, on lance les dés. C'est tellement un jeu ordinaire qui est plus agréable que je pensais. Parce qu'on se le cachera pas, c'est pas un grand jeu. C'est pas un jeu qui va faire que j'ai des éloges ludiques à faire. Non, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça marche. Ça finit par marcher quand même. Et malgré le fait qu'on verra jamais ce jeu-là dans mon top 100, je dirais pas non à une autre partie, je dirais pas non à jouer, je dirais pas non à jouer à 4 joueurs. Peut-être que là, quand on monte plus de joueurs, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est un peu du n'importe quoi et ça fait du bien de temps en temps. Jumelé à ça, une présentation visuelle vraiment, vraiment jolie. On se le cachera pas. Les cartes sont vraiment belles. Donc, ça rajoute vraiment. Donc, c'est vraiment un jeu imparfait que j'aime beaucoup plus que ce que je devrais. Une espèce de successeur à Munchkin en tant que tel. Donc, un jeu qui est facile à mettre sur la table, facile à expliquer aussi et facile à jouer. Donc, je pense que c'est vraiment sur cette optique-là. J'ai été surpris, je m'attendais pas à l'aimer autant que ça. Encore une fois, là, je dis l'aimer autant que ça reste pas mon jeu favori de tous les temps. Mais quand même, Here to Slay, une belle petite surprise pour moi. Je continue avec des jeux que ceux-là, j'ai eu des invités à la maison et qu'on a pu jouer. J'ai joué à Mille Fiori. Alors, Mille Fiori est un jeu qui, malheureusement, n'est pas encore au Québec. Je sais que le jeu fait un tabac en Europe, donc les gens en parlent beaucoup. Le jeu était à Cannes, je crois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu là. Je sais, nos amis européens ont déjà leur copie. Nous, j'ai pu jouer avec mon ami Joe qui avait importé une copie. C'est drôle parce que Mille Fiori est un jeu qui... C'est comme presque un roll and write, en fait. On n'a pas de dés en tant que tel qu'on va lancer, mais on va placer des pièces un peu partout sur le plateau de jeu. Le jeu vient avec un système de draft, qu'on va jouer des cartes. Et là, on va placer des beaux petits marqueurs transparents sur différentes cases. Donc, essentiellement, c'est comme si on rayait une case dans un roll and write. Mais j'ai trouvé que la présentation visuelle était vraiment super. Donc, c'est un jeu qui nous offre tellement de possibilités différentes de faire des points. On va choisir les cartes, on va essayer de se concentrer vers une des choses. C'est un jeu de Reiner Knizia. C'est un jeu d'un designer qui a fait des centaines et des centaines de jeux, très prolifique d'ailleurs. Si jamais même vous connaissez pas Reiner Knizia, vous avez déjà joué probablement une dizaine de ces jeux. C'est un designer qui a fait beaucoup de jeux et encore une fois, il nous offre quelque chose de rafraîchissant, de quelque chose de... Une belle présentation. Mille Fiori est peut-être pas un jeu que je vais faire des pieds et des mains pour importer immédiatement. Quand il va arriver ici, c'est pas mal certain que je vais jeter un coup d'œil. Je dirais pas non à une autre partie aussi. J'ai vraiment aimé le fait qu'on a plusieurs choix différents pour pouvoir marquer des points. Si on se concentre vers une certaine zone, on va pouvoir marquer beaucoup de points rapidement. Mais si on laisse les autres joueurs aller dans d'autres places, donc on a vraiment plein de petits éléments à tenir en compte.
Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est Ragnarok Star. Alors, Ragnarok Star est un jeu qui était sur Kickstarter ou GameFound, en tout cas une plateforme de socio-financement. Et c'est un jeu où on va incarner un band de rock. Alors, on est un band de rock et on va devoir tenter de faire la tournée de manière à avoir des fans, donc avoir des groupies. Le jeu utilise le thème racoler des fans. Je ne sais pas si en Europe, c'est un terme qui est plus... qui veut dire d'autres choses, mais par chez nous, racoler, ça veut dire autre chose. Mais en tout cas, je m'éloigne un peu du sujet. Donc, c'est un jeu où on va devoir justement attirer des fans et on va devoir attirer, il y a différents types de fans, donc des jeunes et des plus vieux, des hommes et des femmes, des garçons, des filles. Et on va devoir tenter de justement d'amener ces fans-là à voir notre spectacle. Et pour ce faire, on a un système on a un petit pad qu'on va avoir, qu'on va choisir différentes actions et en ordre, on va faire les actions à chaque joueur. Donc, on va faire notre planification. Donc, c'est un peu un jeu de programmation avec un aspect spatial sur le plateau de jeu parce qu'il va y avoir des fans qui vont arriver sur la table. Je dirais que j'ai trouvé le jeu qui est intéressant. C'est un bon jeu, une belle présentation visuelle. Je trouvais ça un peu bizarre d'avoir à racoler des jeunes fans, donc racoler des jeunes filles et des jeunes hommes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Encore une fois, peut-être bien que c'est juste le terme qui est un peu différent. Mais ça reste que j'ai un jeu que j'ai bien apprécié. C'est pas nécessairement une acquisition pour moi, mais j'ai aimé ce que le jeu amenait sur la table. Je continue avec un petit jeu que j'ai joué, que j'avais hâte d'essayer, qui s'appelle Arch Ravel. Donc, Arch Ravel, c'est un jeu avec un thème qui me plaît beaucoup. Le tricotage. Là, vous dites, tricotage, est-ce que tu tricotes? Non, je tricote pas, mais j'aime les jeux qui se démarquent par un thème original. Et dans Arch Ravel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tenter de tricoter des choses. Donc, on va aller chercher des ressources, de la laine, pour pouvoir justement tricoter certains éléments, tricoter des foulards, tricoter des gants, tricoter des tucs. Et là, on va avoir des objectifs à remplir, un système de cartes qui va nous permettre de pouvoir aller drafter des cartes pour pouvoir aller chercher justement le matériel qu'on a besoin. Le jeu vient avec une belle présentation, un bel insert, et malgré le fait que le jeu vient avec des couleurs qui sont très très similaires, très difficiles de différencier, certaines couleurs, le orange et le rouge, le mauve et le bleu ont des teintes qui sont tellement similaires. Je ne suis pas daltonien, mais les gens qui ont peut-être de la misère avec certains spectres de couleurs, même moi, je devais regarder à la lumière pour voir les différences de couleurs ou les comparer. Ça, c'est un petit bémol que j'ai trouvé ordinaire. L'insert est très beau, mais un petit peu petit pour mettre ses doigts pour aller chercher les ressources. Mais ça reste un petit jeu sympathique et un jeu qui utilise un thème que je n'avais pas vu encore, donc le tricotage. Ça reste que je pense que pour ma part, j'aime beaucoup les thèmes qui se démarquent. Puis malgré le fait que Arch Ravel n'est pas un chef-d'œuvre ludique, c'est un petit jeu très sympathique, facile d'accès. Et si jamais quelqu'un aime le tricot, ben pourquoi pas? Hein? Ça peut être un petit jeu facile à sortir des fois parce que on se le cachera pas. Les personnes qui sont un peu moins joueurs aiment beaucoup des thèmes auxquels ils vont pouvoir s'y associer. Et le fait d'avoir des thèmes variés comme ça et d'avoir un jeu aussi qui est accessible, on se le cachera pas, c'est pas un grand jeu, c'est pas un gros jeu compliqué, mais c'est un jeu qui est très accessible et je pense que pour quelqu'un, même qui connaît pas trop de jeux de société, de lui proposer un jeu et si la personne aime le tricot, ça fait un petit quelque chose, un petit rappel. Je trouve ça très sympathique. Un autre jeu que je veux vous parler, un jeu que j'avais hâte d'essayer, je l'avais dans ma wishlist depuis un bon bout de temps. Je l'avais mis de côté, puis là, quand je l'ai vu de retour en stock à ma boutique, je me suis dit, tiens, là, c'est le moment de l'acheter, c'est Coffee Roaster. Coffee Roaster est un jeu qui se joue uniquement en solo. Donc, c'est un jeu en solitaire, il n'y a pas de mode plusieurs joueurs, c'est vraiment un jeu en solo où on va devoir tenter de fabriquer le café parfait. C'est un jeu de pousse ta chance avec un élément de backbuilding, donc de construction de sac. On va mettre des beans, en fait, des petites beans dans notre sac et on va devoir tenter de les faire rôtir. Bon, Coffee Roaster, ça le dit. Le but, c'est d'avoir une torréfaction parfaite pour notre café. Et là, de la manière que ça fonctionne, c'est que on va être amené avec un système justement des petites tuiles qu'on va retirer, donc des petits grains de café, c'est le terme que je cherchais, donc les grains de café, et on va pouvoir justement, avec le temps, les faire monter en grade. Donc on a de 1, 2, 3, 4, et après 4, le grain est brûlé. Le but, c'est de réussir à avoir dans notre sac la consistance parfaite, le degré de torréfaction parfaite. Et là, selon les missions qu'on va faire, donc la première mission, c'est au Brésil, Sao Paulo, on va faire un type de café, et là, ils nous disent, on doit avoir une torréfaction à 14. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est qu'on peut jouer, et là, on a différentes tuiles, différents bonus qu'on peut aller chercher pour modifier notre sac, le contenu. Et lorsqu'on va décider d'arrêter de faire ça, on va avoir l'élément de pousse ta chance, et là, on va tirer 10
tuiles de notre sac et on va les placer dans notre tasse à café de manière à avoir la torréfaction exacte. Donc, si jamais dans mon sac, parce qu'on peut calculer, on est rendu à combien de grains en tant que tel de valeur, on va pouvoir calculer. Et là, mettons que le but, c'est d'avoir 14. Là, mettons que j'en ai 18 dans mon sac, j'ai l'équivalent de 18 de valeur. Et bien là, je peux dire, OK, là j'essaye. Et là, c'est là qu'on pousse notre chance et qu'on tire comme ça. On peut jouer habituellement, bon, une partie simple va durer en bas de 10 minutes. C'est un jeu très zen, très relax. C'est un jeu de battre son propre score. Donc ça, c'est vraiment... Puis habituellement, c'est pas mon genre de jeu, mais pour Coffee Roaster, j'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu de café. C'est un jeu de dimanche matin avec un café. Un jeu relax. Et là, si on décide de faire la partie complète, on peut jouer 1, 2 et 3. Ça se trouve à être 3 parties qu'on va pouvoir enligner, qui ont tous des conditions de victoire différentes. Un beau petit jeu solo, je pense que c'est un jeu qui est facile à sortir. C'est pas encore une fois un grand jeu, c'est pas un jeu avec des grosses décisions crunchy, c'est un jeu qu'il y a un élément de pouce à chance. Donc même si on a la consistance parfaite de grains de café, ça se pourrait que lorsqu'on brasse et qu'on tire nos 10 grains, qu'on n'ait pas nécessairement ce qu'on veut. Mais pour un jeu de cette durée-là, j'ai trouvé que le jeu faisait exactement ce qu'il doit faire. Être un bon petit jeu avec un café le dimanche matin. Donc, Coffee Roaster, un beau thumbs up pour moi. Je vais peut-être vous présenter une partie solo éventuellement sur la chaîne. Encore une fois, là, il y a tellement de projets des fois qu'on manque un peu de temps. Et c'est la même chose souvent, il y a tellement de choses qu'on veut vous présenter. On manque de temps, on produit des vidéos énormément. On sort à peu près 4 vidéos par semaine, mais on réussit à quand même manquer de temps pour vous présenter tout ce qu'on voudrait, parce qu'il y a tellement des jeux que je vous ai parlé dans ma liste que je suis comme, ah oui, c'est vrai, je fasse une vidéo. Ah, faudrait que je vous le montre. Ah, j'aimerais ça vous faire une partie solo. On manque de temps, on a tellement de projets, tellement d'idées qu'on veut vous présenter, en plus de nos segments récurrents, de nos petites choses comme ça, mais que voulez-vous, hein, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous sortir ça et ça va nous garder occupés pour bien longtemps. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce vers le haut. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire. Encore une fois, si jamais vous voulez nous supporter via la plateforme Patreon, vous allez également avoir dans la description de la vidéo toutes les informations pour vous permettre de pouvoir regarder comment nous donner un petit coup de pouce et nous donner justement là, un petit kick de plus avec ça. D'ailleurs, parlant de nos Patreons, je tiens à remercier personnellement quelques personnes qui nous supportent vaillamment. Merci énormément. Alors, merci à Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, David Favre, Miguel Piette, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian et Marc Boudreau. Merci énormément du support que vous nous donnez. On apprécie vraiment beaucoup. C'est le fun parce que c'est des gens avec qui on peut interagir aussi et c'est vraiment ça que je trouve le fun sur la chaîne, de pouvoir interagir avec tout le monde et justement de pouvoir partager notre belle passion. D'ailleurs, si jamais il y a des vidéos, des jeux que vous voulez en entendre un peu plus parler, je ne livre pas de le mettre dans les commentaires. On est toujours ouvert également avec différentes propositions de vidéos. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Donc là, je pense que c'est assez de moi qui parle. Je pense que je vais faire un petit wrap-up là-dessus. Mais encore une fois, c'est toujours très agréable ce segment-là. Ça, comme mon throwback, c'est vraiment un segment que j'aime beaucoup. D'ailleurs, parlant de segment, je suis en train de mijoter à l'idée d'un nouveau segment en solo. J'aimerais ça parler un peu des jeux solo, pas nécessairement refaire une critique, pas refaire des règles, ce que je veux dire, mais prendre des fois des jeux qu'on a déjà couvert les règles et de parler uniquement du mode solo. Si jamais ça vous intéresse, marquez-le dans les commentaires. Je suis en train de mijoter là-dessus, peut-être de prendre des petites vidéos de 5-6 minutes pour vous parler principalement et uniquement du mode solo de ce jeu-là, pour vous dire mes impressions, quelle façon je trouve ce jeu-là se démarque par rapport au jeu de base, etc. Donc, c'est vraiment une petite idée que j'ai en tête. Encore une fois, comme j'expliquais tantôt, on manque souvent de temps pour tous ces segments-là, mais ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous écouter. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!